Le monde a pleuré la disparition de la princesse Diana il y a plus de 30 ans. Pourtant, des mystères troublants et non résolus subsistent autour de sa mort. L'énigme était encore aggravée par le silence de sa famille. Ils ont refoulé leurs émotions et la vérité pendant des années, mais maintenant ils sont prêts à parler. Ce qu'ils révèlent est bien plus dévastateur. Sa mort était-elle vraiment un accident? Ou y avait-il autre chose? Venez découvrir les secrets de la mort de la princesse Diana, une vérité tenue secrète depuis des années. Des rumeurs et des inquiétudes non résolues concernant la mort de la princesse Diana circulent dans le monde entier depuis des années. Tout le monde se souvient de ce jour dévastateur de 1997 où l'annonce de sa mort dans un terrible accident de voiture survenu dans un tunnel parisien a été faite. Nous savons bien sûr qu'elle n'était pas seule. Un certain Dodi Fayed était son nouveau compagnon. Selon la version officielle, le conducteur aurait été ivre et aurait conduit trop vite, alors que des photographes le poursuivaient, ce qui aurait provoqué l'incident. En privé, cependant, beaucoup de gens, notamment au sein de la famille royale, n'ont jamais vraiment accepté cette interprétation. Finalement, une trentaine d'années plus tard, la famille de Diana a décidé de faire preuve de plus de transparence. Le monde, et pas seulement la famille royale, est sous le choc de cette remarque qui a amené tout le monde à se demander pourquoi elle a attendu plus de 30 ans pour s'exprimer. Les anciens amis proches et la famille de Diana, en particulier son jeune frère Charles Spencer, n'ont jamais cru que le monde disait la vérité. Elle est morte dans un terrible accident, mais ils ont toujours pensé que ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose de plus sinistre et de plus troublant ce soir-là. Charles Spencer, l'homme qui s'est présenté devant le monde et a prononcé cette déclaration bouleversante lors des funérailles de Diana, est resté longtemps silencieux. Cependant, certains proches du palais ont affirmé qu'il n'avait jamais cessé de se demander ce qui s'était réellement passé dans ce tunnel. Charles, semble-t-il, avait des doutes dès le début. Il y avait trop de choses qui semblèrent bizarres cette nuit-là, aurait-il confié à ses proches. L'itinéraire inhabituel du chauffeur, les actions illogiques de l'équipe de sécurité et la précipitation avec laquelle tout a été étouffé ont laissé plus de questions que de réponses. Diana avait cependant envoyé une lettre avant son décès qui contenait l'une des révélations les plus intrigantes. Paul Burrell, son majordome, l'accepta. Elle y écrivit quelque chose qui choqua tout le monde. Elle pensait que quelqu'un préparait un accident de voiture fictif pour la blesser. Au début, cette lettre n'a guère retenu l'attention. Charles, son frère, l'a même qualifiée d'étrange. Cependant, après la catastrophe, elle a commencé à ressembler à un avertissement auquel personne n'a prêté attention. Ce qui s'est passé a fait l'objet de 2 enquêtes indépendantes, l'une en France, l'autre au Royaume-Uni. Fait intéressant, toutes les deux ont convenu qu'il s'agissait simplement d'un terrible accident. Elles ont accusé le conducteur Henry Paul d'être en état d'ivresse et d'avoir roulé trop vite. Cependant, les proches de Diana ne pouvaient pas l'accepter. Son port de ceinture de sécurité était une pratique religieuse. Comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas mise ce soir-là? Je ne le saurai jamais. Charles était particulièrement perplexe. Le chef de la sécurité de l'hôtel Ritz, Henry Paul, n'était pas un chauffeur comme les autres. Charles se demandait, compte tenu de ses qualifications, pourquoi quelqu'un avec autant de responsabilités arrivait au travail ivre. Qu'est-ce qui avait poussé Trevor Rhys-Jones, le garde du corps de Diana, à monter dans le véhicule avec lui sans l'arrêter s'il était vraiment ivre? Tout semblait étrange. Le fait que les paparazzis les suivèrent de près, poursuivant le véhicule à travers Paris, leurs appareils photo braqués sur eux, n'a pas arrangé les choses. Les justifications avancées auprès des proches de Diana ne les ont jamais convaincus. De plus, au fil des ans, la presse a attribué la collision à des photographes poursuivant le véhicule de Diana, affirmant que leur poursuite imprudente avait poussé le conducteur à accélérer de manière imprudente. Cependant, certains témoins de l'accident ce soir-là ont évoqué un événement bien plus inquiétant. Avant l'accident, des témoins ont rapporté des événements inhabituels. Certains ont affirmé que des automobiles, étrangement disposées près du tunnel du pont de l'Alma, semblaient de diriger la circulation et obstruer la chaussée. Avant que la Mercedes ne s'engage dans le tunnel, plusieurs personnes ont même affirmé avoir aperçu d'énigmatiques motos la suivant de près. Le frère de Diana, Charles Spencer, a pris note de ces informations. Au fil des ans, il a recueilli ces récits avec discrétion et minutie. De toute évidence, il n'a jamais vraiment cru au récit officiel selon lequel la mort de Diana n'était qu'une regrettable erreur. Il s'accrochait à ces histoires comme à des pièces de puzzle, ne croyant pas que tout se terminerait ainsi. Il n'était pas le seul à avoir des doutes, et c'était là leur aspect le plus intrigant. Dodi Fayed, l'amant de Diana, également décédé cette nuit-là, avait un père nommé Mohamed Al-Fayed, qui fut l'un des premiers à nier qu'il s'agissait d'un accident. Il l'attribua publiquement à des personnalités britanniques influentes. Il affirma que le mariage de Diana avec son fils avait été découragé par de nombreux membres du gouvernement et des services de sécurité en raison de ses origines musulmanes.
Pendant des années, d'autres ont rejeté ces accusations, affirmant qu'il n'était qu'un parent endeuillé en quête de clarification. Cependant, au fil du temps, de plus en plus de voix ont confirmé ces inquiétudes. Des proches, de vieilles connaissances, d'anciens employés du palais et même certains policiers présents à Paris ont commencé à parler plus ouvertement de l'univers de Diana. Ces questions étaient censées paraître faciles, mais beaucoup reconnaissent aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Elles étaient absurdes à bien des égards. Trop de détails restèrent sans réponse. Une compréhension tacite s'est peu à peu installée parmi ses connaissances. Ils pensent désormais que la collision de Diana n'est pas le seul événement terrible qui lui soit arrivé. Et ni les rumeurs sur Internet, ni les personnes au hasard ne sont à l'origine de cette idée. Elle vient de ceux qui cherchent silencieusement la vérité depuis plus de 30 ans. Ceux qui l'aimaient le plus. La famille de Diana ne veut plus garder le silence, même s'il est impossible de confirmer précisément ce qui s'est passé ce soir-là. Cela fait bien trop longtemps qu'ils ne se sont pas posé ces questions. De plus, la vérité pourrait enfin éclater, à mesure que de plus en plus de voix se font entendre. La manière dont Diana a vécu ces dernières heures est cependant cruciale pour comprendre les sentiments de sa famille. Nous pourrions bien avoir les réponses que nous cherchions tous dans ces derniers instants. Ces derniers instants, après le divorce de Diana et Charles en août 1996, elle était libérée des attentes de la royauté. C'était la première fois depuis des années qu'elle était libre. Cependant, cette indépendance s'accompagna de nouvelles difficultés. Au sein du palais, Diana commença à être perçue comme instable, faute de titre royal officiel. Et pour un système fondé sur la tradition et le contrôle, rencontrer quelqu'un qu'on ne pouvait ni influencer ni anticiper était une source d'inquiétude majeure. Diana n'était plus seulement la princesse de Galles, elle était devenue une figure imprévisible au rayonnement mondial, ce qui a profondément perturbé de nombreuses personnes dans l'intimité royale. Passé ces derniers mois avec Dodi Fayed, le fils du puissant magnate Mohamed Al Fayed, a été l'un des tournants les plus marquants de la vie de Diana. Le luxueux bateau de son père fut le théâtre d'une simple histoire d'amour estivale qui se transforma rapidement en quelque chose de bien plus sérieux. Alors que les caméras continuèrent de les filmer, Diana et Dodi étaient vus ensemble partout dès la fin août. On les aperçut sur des plages exclusives, à bord de bateaux de luxe et entrant et sortant d'hôtels cossus. Mais ce n'était pas seulement leur romance trépidante qui attirait l'attention. Ce sont les conversations privées de Diana avec ses amis qui ont véritablement bouleversé la vie royale. Elle leur avait annoncé qu'elle envisageait d'épouser Dodi. Dodi était musulman, et l'idée que la mère du futur roi d'Angleterre épouse un homme d'une autre religion faisait froid dans le dos au palais, suscitant l'inquiétude parmi les personnalités au cœur de la monarchie britannique. Les membres de la famille royale étaient déjà méfiants quant à leur image publique. Ils devaient désormais envisager la perspective d'une nouvelle vie de Diana avec un homme qui ne correspondait pas à leur idéal habituel. Ils s'inquiétèrent de la réaction potentielle du public, de l'impact de William et Harry et de l'image de la monarchie. Pour couronner le tout, Diana et Dodi avaient de même envisagé de s'installer aux États-Unis. Ce qui la faisait apparaître comme un danger pour tout ce que représentait la monarchie était sa décision de quitter la Grande-Bretagne et de tourner le dos à tout ce qui était royal. Cependant, ce n'étaient pas seulement ses décisions personnelles qui étaient préoccupantes. De plus, Diana avait défendu des causes qui suscitaient l'indignation de personnalités influentes. Critiquer les mines antipersonnelles fut l'une de ses actions les plus audacieuses, un sujet très délicat et politiquement chargé à l'époque. Je suis honoré d'avoir été invité en Angola pour soutenir les efforts de la Croix-Rouge visant à interdire définitivement les armes antipersonnelles. Il n'y a pas eu de fausses photos ici. Diana s'est rendue dans des endroits dangereux comme l'Angola, traversant des champs de mines actifs, consolant des enfants amputés et dénonçant les pays producteurs de ces armes. Son activisme était loin d'être discret. Il était très visible, émotif et bruyant. Ses actes ont révélé des faits embarrassants et humilié des gouvernements. Les personnes en position d'autorité n'appréciaient de pas les critiques, surtout celles provenant d'anciens membres de la famille royale. Selon d'autres, elles franchissaient les limites politiques, ce que la famille royale a pour consigne de se tenir à l'écart. Diana, cependant, n'avait pas peur. Le fait qu'elle s'exprime avec sincérité la rendait encore plus difficile à gérer. Que ce soit dans sa vie amoureuse ou dans ses activités philanthropiques, Diana déviait de la norme, ce que certains trouvaient dangereux. Selon des évaluations ultérieures classifiées, les activités de Diana avaient suscité la colère de plusieurs hauts responsables britanniques, notamment des diplomates et des chefs militaires. Ils allaient jusqu'à dire qu'elle était imprévisible et trop difficile à contrôler. Pourtant, rien de tout cela ne décourageait Diana. Même si elle souriait en public, elle prenait d'importantes précautions pour assurer sa sécurité à huis clos. Elle avait discuté d'une meilleure protection avec ses avocats et d'autres connaissances. Selon un proche, Diana avait parfois l'impression d'être surveillée. Elle avait le net sentiment que ses conversations téléphoniques n'étaient plus privées.
Plus tard, un ancien garde du corps de Diana affirma qu'elle entendait souvent d'étranges cliquetis au téléphone. De plus, elle voyait d'étranges voitures garées pendant des heures près de chez elle. Elle a même envoyé une lettre terrifiante à Paul Burrell, son majordome, dans laquelle elle exprimait sa profonde conviction que quelqu'un complotait pour la tuer en provoquant une collision. Rétrospectivement, cet avertissement semblait étrangement sincère. De plus, Diana renouait avec plusieurs journalistes qu'elle avait connus au cours des derniers mois. Ses pensées ne se limitaient pas à sa vie. Elle était prête à avouer les réalités désagréables qu'elle avait cachées pendant des années. Certains disaient qu'elle était prête à accorder une autre interview significative, encore plus franche que celle, bien connue, de 1995. Elle avait bien l'intention de s'exprimer cette fois-ci. Elle voulait évoquer le sentiment de harcèlement dont elle se sentait victime, révéler certains des secrets les plus sombres de son enfance au sein de la famille royale et dire qui, selon elle, en avait après elle. Parallèlement, sa relation avec le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, se rapprochait. Il était audacieux, millionnaire et avait une longue histoire de friction avec la haute société britannique. De nombreuses personnalités influentes le détestaient. Propriétaire de Harrods, il avait une fortune telle qu'il était difficile de l'ignorer et il n'hésitait pas à critiquer le système. La situation devenait bien plus difficile maintenant que Diana passait plus de temps avec lui. Mohamed l'utilisait pour entrer en contact avec des personnes situées dans des endroits auparavant inaccessibles. La presse les suivait de près, tandis que la vie de Diana devenait de plus en plus intimement liée à celle de Dodi. Mais les équipes de tournage n'étaient pas les seules impliquées. Plus tard, d'anciens membres de son équipe de sécurité ont fait allusion à l'existence d'autres individus, tapis dans l'ombre, qui la traquaient dans tous ses mouvements. Elle croisait souvent des inconnus, des voitures qui semblaient la poursuivre et des visages inconnus. Pour une raison inconnue, on aurait dit que quelqu'un ou plusieurs la surveillèrent de près. La dernière nuit, quelque chose d'étrange lui est apparu. Des témoins ont rapporté qu'elle semblait anxieuse, mal à l'aise, comme si elle portait un fardeau. Selon certaines sources, elle aurait confié à Dodi qu'elle ne se sentait pas à l'aise à l'hôtel pendant leur dîner. « Je ne voulais pas rester car je ne faisais pas confiance à la sécurité », a déclaré Diana. Ils ont alors pris la décision de dernière minute de passer discrètement par la porte arrière pour éviter la multitude de caméras à l'extérieur. Ils ont choisi de s'engager dans un tunnel parisien et de subir le désastre qui s'ensuivrait plutôt que de fuir le danger. Diana ignorait probablement le nombre impressionnant de personnes qui l'observèrent ce soir-là et la multitude de points de vue divergents. Les rapports officiels accusaient des photographes trop zélés et un conducteur en état d'ivresse. Le timing, l'itinéraire et les événements étranges entourant ces dernières secondes montrent cependant clairement qu'il manque quelque chose. Il reste beaucoup trop de questions en suspens. Après avoir lu tout cela, vous vous posez peut-être la même question que ses proches vous posent depuis. Y avait-il quelque chose de bien plus troublant ? Ou s'agissait-il simplement d'un terrible accident ? Alors que nous dévoilons toutes les circonstances de ce qui s'est passé lors de cette nuit fatidique, ne cessez pas de regarder. Que s'est-il passé ce soir-là ? Au début, Diana et Dodi avaient d'abord décidé de sortir du Ritz par la porte principale, mais ce plan a brusquement changé. On leur a dit d'être conduits par un certain Henry Paul, qui était en réalité le chef adjoint de la sécurité de l'hôtel, plutôt que par leur chauffeur et leur agent de sécurité habituel. Ce n'était pas seulement le conducteur qui avait changé, mais c'était assez étrange. De plus, ils avaient changé de véhicule. Ils avaient sorti une autre Mercedes noire au lieu de celle qui était reconnaissable. La raison de ce changement de dernière minute n'a jamais été clairement expliquée. Henry Paul n'était pas censé conduire ce soir-là et il n'avait pas été formé pour le faire. Selon plusieurs témoignages, il l'aurait vu boire un verre au bar de l'hôtel plus tôt. Il avait consommé beaucoup plus d'alcool que ce qui était autorisé, selon les analyses effectuées après la collision. Mais c'est à ce moment-là que quelque chose a semblé étrange, car il n'avait pas l'air ivre du tout selon de nombreux témoins qui l'ont vu avant l'incident. Il se comportait correctement, marchait droit et parlait bien. Il a été vu se déplacer avec assurance et ne présentait aucun signe d'ivresse, même sur la caméra de surveillance de l'hôtel. Ils ont été suivis par d'autres personnes que des journalistes lorsqu'ils ont quitté l'hôtel par l'entrée arrière vers Zerovingt. Selon d'autres personnes présentes dans les environs, ils furent bientôt suivis par d'autres voitures, motos et camions étranges. Aucun appareil photo n'était braqué sur eux. Ils n'essayaient même pas de prendre des photos. Ils se livraient à une activité plus inquiétante. Ils ralentissaient délibérément la circulation, gênèrent les véhicules et se faufilaient dans la circulation. Plus tard, François Levestre, chauffeur de taxi, a affirmé avoir vu un éclat lumineux dans le tunnel juste avant la collision. Il en était certain. La moto qui roulait à côté de l'automobile. Imaginez-vous foncer dans un tunnel plongé dans l'obscurité totale lorsqu'une lumière éblouissante vous éclaire les yeux. Et n'oubliez pas que cet automobiliste était prétendument en état d'ébriété.
Il a pourtant réussi à se déplacer rapidement et à éviter les photographes jusque-là. D'autres témoins ont également signalé des véhicules inhabituels et des flashs lumineux. Cependant, les résultats officiels ont ignoré ces allégations. Le trajet de la Mercedes était une autre particularité. Ils se dirigèrent donc vers le tunnel du pont de l'Alma plutôt que par l'itinéraire habituel pour retourner à l'appartement de Dodi. Ce tunnel était notoirement étroit et dangereux pour les véhicules rapides. Aussi Diana l'empruntait-elle rarement lors de ses déplacements habituels, surtout la nuit. La raison de la décision d'Henri Paul n'a jamais été élucidée. Ils étaient à peine 3 minutes hors de l'hôtel lorsque l'incident s'est produit. À l'intérieur du tunnel, le véhicule a heurté violemment le 13e pilier. Henri et Dodi Paul sont morts sur le coup. Diana était encore en vie, mais gravement blessée. Malgré ses blessures graves et l'absence de souvenir de ce qui s'est passé, seul le garde du corps, Trevor Rhys-Jones, a survécu. Cependant, la réaction d'urgence constituait un problème supplémentaire qui semblait totalement incongru. Les ambulanciers sont arrivés très rapidement, mais ils sont restés sur les lieux de l'incident pendant plus de 30 minutes au lieu d'emmener Diana à l'hôpital le plus proche, situé à moins de 5 minutes. Ils ont ensuite décidé d'emprunter un itinéraire plus long pour rejoindre un hôpital plus éloigné. Bien que le personnel médical français ait déclaré qu'elle était trop fragile pour se déplacer rapidement, d'autres professionnels de la santé ont affirmé qu'ils auraient abordé la situation différemment. Certains estiment qu'il s'agissait d'une erreur plus grave, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait d'une erreur sincère. Quoi qu'il en soit, cela a suscité de nouvelles interrogations sur la liste déjà longue des anomalies de la soirée. Et qu'en est-il de la vidéo de surveillance ? Dans une ville aussi riche en caméras que Paris, on devrait pouvoir voir clairement la voiture entrant dans le tunnel. Or, il n'y en avait pas. Les caméras du tunnel, selon les autorités, étaient soit hors service, soit endommagées. Dans un tel endroit et par une nuit pareille, c'est une coïncidence incroyable. Ensuite, il y a l'énigmatique Fiat Uno blanche. Une petite voiture blanche a été aperçue sortant précipitamment du tunnel immédiatement après la collision, selon des témoins proches du lieu. Sur la voiture accidentée de Diana, on a ensuite découvert de la peinture provenant d'une Fiat blanche. Cependant, ni le véhicule ni son conducteur n'ont jamais été retrouvés. Personne ne s'est même manifesté pour expliquer leur présence ou la revendiquer. Ce qui s'est réellement passé dans le tunnel demeure un mystère troublant, malgré tous ces éléments étranges. Le conducteur inattendu, la voiture inconnue, le trajet particulier, la lumière aveuglante, les caméras brisées, l'ambulance lente et la voiture blanche disparue. Les gens étaient curieux de savoir ce qui avait bien pu se passer juste après la collision, malgré son caractère déjà énigmatique. L'histoire a été racontée de manière inquiétante, notamment la couverture médiatique de la terrible nouvelle de la mort de Diana et la réaction de la famille royale. Des enquêtes floues et les controverses qui en ont résulté. Nombreux étaient ceux qui espéraient une enquête transparente et honnête après la terrible catastrophe survenue dans le tunnel du pont de l'Alma, notamment parce qu'elle mettait en scène l'une des femmes les plus vénérées au monde. Cependant, au lieu de clarifier les choses, il subsistait une multitude de questions non résolues, d'informations manquantes et d'incertitudes. La situation devint étrange lorsque les autorités françaises arrivèrent rapidement sur place. Elles maintinrent le monde en suspens au lieu de fournir des raisons claires. De plus, la méfiance et le doute commencèrent bientôt à s'installer. Bien que menée par la police française, la première enquête officielle s'est avérée bâclée et incomplète. Presque immédiatement, on a accusé Henri Paul, affirmant qu'il était en état d'ébriété et conduisait trop vite pour éviter les caméras de surveillance. Cette explication devenait de plus en plus acceptée pour les événements de ce soir-là. Cependant, l'œuvre ne s'accordait pas parfaitement après un examen plus approfondi. Trop de détails étaient manquants et trop d'éléments tenus secrets ou tout simplement incohérents. Henri Paul semblait ivre, d'après les images de vidéosurveillance prises à l'intérieur de l'hôtel Ritz. Il semblait parfaitement maître de lui, marchait et parlait normalement. Des témoins ont également affirmé qu'il semblait parfaitement sobre. Cependant, une analyse sanguine effectuée après l'accident sur Henri Paul a révélé un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale française. Malgré cela, la situation commençait à devenir suspecte. De nombreux experts médico-légaux ont exprimé leurs inquiétudes. Ils pensaient que le sang avait pu être altéré ou que les échantillons avaient été confondus avec ceux d'une autre personne. Le fait que 2 taux d'alcoolémie distincts aient été obtenus à partir de 2 résultats de tests distincts n'a pas aidé. Le liquide oculaire d'Henri Paul a ensuite été utilisé pour un 3e test. Une quantité significative d'alcool a également été détectée lors de ce test. Personne, cependant, n'a pu expliquer pourquoi les résultats étaient si erratiques ni comment, s'il était prétendument si ivre, il a pu paraître totalement sobre. Ce n'est même pas l'aspect le plus étrange, aucune des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur du tunnel la nuit de la mort de Diana n'a capté aucune image selon la police française.
Les caméras étaient soit éteintes, soit défectueuses, soit mal positionnées. Cette explication déplaisait aux gens, c'était trop confortable. Au moment même d'une catastrophe d'une telle ampleur, comment toutes les caméras ont-elles pu dysfonctionner? Certains ont pensé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème technique. Compte tenu du grand nombre de caméras observant en permanence Diana et de l'importance de sa sécurité lors d'un événement aussi public, on aurait plutôt pu croire à une dissimulation délibérée. De nouvelles interrogations ont été soulevées quant à la manière dont les autorités britanniques et françaises ont géré l'affaire, même après la tragédie. Près de 2 ans s'écoulèrent avant que les deux pays ne décident de mener conjointement une enquête approfondie. Il semblait que des pièces importantes du puzzle manquaient encore à ce stade. L'opération Paget, une enquête, fut lancée par les Britanniques en 2004. L'objectif était d'examiner toutes les rumeurs et incertitudes accumulées au fil des ans. Leur objectif était de découvrir la vérité et de purifier l'air. Cependant, l'opinion publique ne fut pas convaincue lorsque les Britanniques finirent par prendre leur décision. Trop de questions ont été posées et pas assez de réponses. L'impression persistante était que quelqu'un quelque part ne partageait pas toute l'histoire et que quelque chose dans le processus semblait inachevé. L'absence de collaboration étroite entre les équipes françaises et britanniques a accru l'incertitude et a commencé à remettre en question la véracité des informations fournies. De nombreuses personnes ont pointé du doigt la presse, en plus du gouvernement. Au départ, les médias ont accusé les photographes qui poursuivirent le véhicule de Diana d'être responsables de la collision. Mais au fil des jours et des semaines, la population a commencé à s'interroger sur la manière dont les médias avaient couvert cet événement tragique. Selon les critiques, l'effet choc était l'élément principal de l'histoire, plutôt que le respect ou la vérité. Les gros titres étaient de fracassants, les photos circulaient rapidement et les faits étaient remplacés par de nombreuses spéculations. Mais ce n'était pas tout. On a commencé à critiquer les grands médias qui exploitaient le décès de Diana pour augmenter leur audience et leurs revenus. Beaucoup pensaient que leur objectif était de faire du profit plutôt que de lui rendre hommage. On aurait dit que Diana avait subi la même pression de son vivant, avec la publicité constante. Il y a toujours des caméras, peu d'intimité et très peu de compassion. Le mystère entourant les événements réels persiste depuis plus de 25 ans. Chaque année, alors que le monde commémore Diana, de nouvelles inquiétudes surgissent et d'anciens initiés se confinent parfois sur des pans du passé jusqu'alors inédits. Pendant que les autorités françaises enquêtaient sur l'incident, la famille royale britannique est restée silencieuse. Pas une seule fleur n'a été déposée par un membre de la famille au palais de Kensington, aucune déclaration publique, aucune présence visible. Le silence prolongé a provoqué la colère de la population. Partout au Royaume-Uni, le silence semblait étrange et lointain. D'autres se demandaient s'ils cachaient en quelque chose ou si, de toute façon, cela ne les intéressait pas. Peu après, la reine Elisabeth apparut en direct à la télévision. Depuis la terrible nouvelle de dimanche dernier, nous avons assisté à une immense vague de chagrin suite au décès de Diana, en Grande-Bretagne et ailleurs. Le prince Charles a également pris l'avion pour Paris afin de rentrer chez lui avec la dépouille de Diana. Mais pour beaucoup, il semblait trop tard. Peut-être attendaient-ils que le stress retombe avant d'agir, comme en témoigne leur lenteur à réagir. La souffrance ne faisait que commencer pour les princes William et Harry. Les deux fils marcheraient derrière le cercueil de leur mère, comme cela avait été décidé lors des funérailles. Seuls 12 et 15 enfants étaient concernés. L'une des images les plus tristes et emblématiques de cette époque était celle de 2 enfants tristes se promenant paisiblement dans les rues de Londres sous le regard de tous. Personne ne pourra oublier ce moment et il brise encore le cœur des gens aujourd'hui. Pour de nombreux téléspectateurs du monde entier, il était évident que la famille royale avait abandonné Diana et le soutien et l'affection fondamentaux de ses 2 jeunes enfants. Le silence entre les princes William et Harry a immédiatement suivi le décès de leur mère. Ils ne parlaient plus en public et n'étaient pas souvent vus. Les coutumes royales et les choix des membres aînés de la famille les tenaient à l'écart des projecteurs. De plus, ils parlaient rarement de l'impact de sa perte sur eux pendant une longue période. Ce n'est qu'à l'âge adulte que les frères commencèrent à parler avec leur cœur. Harry a finalement révélé, dans des interviews sincères et des films émouvants, combien il avait été pénible de marcher derrière le cercueil de sa mère lorsqu'il était petit garçon. Aucun petit enfant n'aurait dû endurer une épreuve aussi pénible, a-t-il dit, et le souvenir de ce jour l'a profondément marqué. William a également reconnu la surprise, le chagrin et la mélancolie silencieuse qui ont caractérisé la période qui a suivi le décès de Diana. Leur franchise tardive a une fois de plus ému le public. La colère suscitée par la réaction de la famille royale à l'époque a été palpable, rappelant à tous combien ces 2 garçons ont dû endurer le silence. Ce n'était pas seulement leur réaction distante. De plus, ils ont failli à leur devoir de protéger 2 enfants qui avaient subi la perte la plus dévastatrice de leur mère.
Il était impossible d'imaginer la pression qu'ils ont subie à un si jeune âge. Alors que nous réfléchissons aux épreuves que les fils de Diana ont endurées tout au long de ces années, des informations récentes font état d'une prétendue liste de personnes qui souhaitaient probablement que Diana passe à autre chose. Découvrez le contenu de cette liste en regardant la vidéo « Faire taire la princesse ». Selon certains témoignages, Diana aurait été sous la surveillance constante des CIS du Michigan, l'équivalent britannique de la CIA pendant longtemps. Cela était probablement dû au fait qu'il avait acquis une notoriété, une influence et le courage de s'exprimer. Certaines personnes influentes semblaient assez mal à l'aise face à ses activités caritatives, à sa relation avec Dodi Fayed et au fait qu'elle était adorée par des millions de personnes. En fait, certains affirment que le Mysics la suivait subrepticement depuis des mois. L'une des hypothèses les plus effrayantes est qu'ils auraient aveuglé la conductrice avec un puissant éclair lumineux la nuit de la collision. Bien que cela ressemble à un film d'espionnage, cette stratégie aurait déjà été utilisée lors d'opérations secrètes. Et la famille royale, oui, ceux-là même qui auraient dû assurer sa sécurité, vient ensuite. Non seulement elle représentait un danger pour la famille royale, mais d'autres pensent que son influence suscitait également l'inquiétude d'acteurs politiques influents. Diana avait plus que son simple statut royal. Elle avait acquis une reconnaissance internationale. Elle n'hésitait pas à aborder des problèmes complexes que beaucoup préfèrent éviter, comme le sida, la pauvreté et les mines antipersonnelles. Elle sensibilisait à des questions que certaines organisations influentes préfèrent taire. L'image devient d'autant plus inquiétante lorsqu'on considère les enjeux financiers. Il y a plus que cette histoire absurde. Si certaines informations sont exactes, il se pourrait que des personnalités haut placées aient eu une raison légitime de la faire taire. Alors, que pensez-vous du décès de la princesse Diana ? Croyez-vous qu'il s'agisse d'un accident ou d'un complot ? Partagez votre avis ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le j'aime. Merci de votre attention. La prochaine vidéo vous attend.